Bonjour tout le monde, bon midi tout le monde. Donc, je suis bien heureuse encore de vous retrouver, fidèles auditeurs. Il y en a plusieurs qui sont là à chaque semaine. Donc, un sujet qui a interpellé beaucoup de monde aujourd'hui. J'ai eu beaucoup de gens préinscrits pour le live de ce midi. On parle de jeûne intermittent. On va faire le tour des études scientifiques concernant les effets du jeûne. Vous allez découvrir il y a des données qu'on voit sur le web qui sont de l'ordre du mythe concernant le jeûne et d'autres données qui sont vraies. Donc, on va faire vraiment le tour de la question pour répondre à vos questionnements concernant le jeûne. Alors, de quoi on va parler aujourd'hui? Les définitions, les types de jeûne, parce qu'il y en a plusieurs types de jeûne. Les effets secondaires indésirables qu'on peut vivre et les contre-indications du jeûne, particulièrement du jeûne intermittent. Vous allez voir, on va parler aujourd'hui particulièrement du jeûne intermittent. D'où provient l'intérêt pour faire des jeûnes intermittents? C'est vraiment une tendance très populaire là, depuis quelques années. Les bénéfices qui sont allégués du jeûne intermittent, et ensuite, on va voir les mécanismes d'action. Puis ensuite, on va vraiment voir qu'est-ce que la science nous dit concernant les bénéfices possibles du jeûne intermittent. On va parler des effets sur le poids, des effets sur la santé cardiovasculaire, sur la glycémie. Et finalement, on va faire une conclusion avec tout ça. Basée sur les études, basée aussi sur ma vision de la saine alimentation. Donc, on commence tout de suite avec, on va définir c'est quoi les différents types de jeûne pour se démêler un petit peu. Mais d'abord, c'est quoi un jeûne? Là, vous allez voir, je regarde souvent mes feuilles. Là, je suis en train de chercher une façon de présenter un PowerPoint pendant que je vous parle parce que ce que je vous dis aujourd'hui, c'est tout sur un PowerPoint. Ça aurait été vraiment plus visuel d'avoir ça, mais bon, j'ai pas encore trouvé la façon de présenter ça via les Facebook Live. Donc, un jeûne, qu'est-ce que c'est? C'est une privation de nourriture qui est volontaire ou non, qui va être pratiquée soit pour la santé, soit pour la longévité ou pour des raisons religieuses. Vous savez, là, les gens qui sont de religion musulmane vont pratiquer le ramadan, donc les autres, ils font un jeûne intermittents, finalement, ne mangeront pas le jour et vont plutôt manger la nuit. Ensuite, on a le jeûne total ou complet. Donc, le jeûne total, c'est celui peut-être qu'on a entendu parler dans les tout débuts là, des jeûnes. Donc, c'est où les gens mangent absolument rien. Il y a un apport calorique nul. Il y a juste l'eau qui est permise. Et si jamais c'est un jeûne où on propose même d'arrêter de boire, ce qui est très dangereux, mais c'est quand même des jeûnes qui sont proposés par certaines personnes, oui, c'est ça, des gens qui ont un point de vue là-dessus, peut-être un peu extrême. On va appeler ça un jeûne sec. Ensuite, il y a le jeûne partiel. Le jeûne partiel, donc, c'est un jeûne où on va avoir un apport calorique très, très bas de 250 à 300 calories par jour. Les cures de jus font partie des jeûnes partiels. Donc, des gens qui vont aller dans des centres où ils vont pouvoir boire que du jus. Donc, ça va être un jeûne partiel parce que ça va apporter un faible apport énergétique. Et le jeûne peut être, là, j'espère que je ne vous mêle pas trop, mais en tout cas, je pense que c'est important quand même de définir les types de jeûne là, avant de commencer. Le jeûne peut être continu ou intermittent. En continu, ça peut aller jusqu'à 40 jours. Hein. Il y a des gens qui font des jeûnes là, sur des très longues périodes. 40 jours, c'est assez rare. C'est pas mal le maximum de temps qu'on peut faire un jeûne avec les réserves que l'on a là, au niveau des graisses. Et il y a le jeûne intermittent. C'est celui dont il va être question aujourd'hui. Le jeûne intermittent, c'est des périodes de jeûne qui sont alternées avec des périodes de consommation. Donc, dans le jeûne intermittent, c'est quelque chose, le jeûne, il n'y en a pas juste une sorte, non. Il y a le jeûne modifié. Le jeûne modifié, c'est un jour sur deux par semaine ou une journée où on va manger seulement 25% de nos besoins énergétiques quotidiens. Donc, si vous êtes une personne qui a besoin de 2000 calories par jour, il y a une journée sur deux, vous allez manger seulement que 500 calories par jour, donc 25% de vos besoins. Et la journée d'après, vous mangez tout ce que vous voulez. Alors, ça, c'est le jeûne qu'on appelle modifié. Une journée sur deux,
qui va être justement avec des apports énergétiques plus faibles. Et en général, on ne va pas faire plus que 2 jours par semaine de ce type de jeûne-là, qui est à 25% de nos calories par jour. On appelle ça souvent le jeûne 5-2. 5 jours où on mange normalement, 2 jours où on mange avec des restrictions. Le jeûne alternatif, ça, c'est vraiment des jeûnes complets. Une journée, on mange rien, ben on ne fait que boire et le lendemain, on mange normalement. Une journée, on est sur un jeûne complet, l'autre journée, on mange normalement. Ça, c'est le jeûne alternatif. Et le jeûne qui est le plus populaire actuellement, qu'on entend le plus parler parce qu'il est probablement le plus accessible, c'est le jeûne limité dans le temps, le intermittent fasting, qu'on va appeler aussi time restricting feeding. Donc, c'est un jeûne où on va avoir une fenêtre d'alimentation limitée chaque jour. Exemple, on pourrait avoir 16 heures de jeûne dans notre journée et manger seulement sur une période de 8 heures sur une période de 8 heures. Par exemple, vous commencez à manger à midi, le premier repas de la journée est à midi et votre dernier repas est à 20 heures le soir. Donc, vous mangez entre midi et 20 heures. Et là, de 20 heures à midi le lendemain, pendant 16 heures, vous ne mangez pas. Donc, c'est la fenêtre d'alimentation qui est réduite. Et ça, c'est vraiment le jeûne là, actuellement qui est le plus populaire parce que c'est ça, c'est le plus accessible. Parce que dans le fond, on ne fait pas un jeûne complet, on fait juste restreindre la fenêtre d'alimentation où l'on peut manger. Le ramadan, c'est un peu ça finalement. Là, les gens qui font le ramadan, c'est un jeûne limité dans le temps. Bon, je vous parle ici des effets secondaires parce qu'il faut faire attention quand on se lance dans ces approches-là. On peut vraiment ressentir des effets secondaires non négligeables. Dans le jeûne alternatif, on pourrait ressentir les symptômes qui sont souvent mentionnés, c'est la faim, hein, c'est pas surprenant que la faim va être ressentie, de la fatigue, des maux de tête, des étourdissements, des nausées. Dans le jeûne modifié, on pourrait avoir de l'irritabilité, des baisses d'énergie, ressentir la faim également. Et habituellement, les effets indésirables du jeûne sont ressentis chez 15% de la population. Et on va les ressentir souvent lors des premières semaines de jeûne. Il y a des gens qui parlent après ça d'une forme d'adaptation où là, finalement, on ne ressent plus la faim comme on la ressentait au début. Il y a des effets secondaires, d'autres effets secondaires vraiment non négligeables de faire des jeûnes, une détérioration possible de la relation à la nourriture et à son corps, un risque d'hyperphagie et de troubles alimentaires parce que vous allez le voir un peu plus loin, c'est une forme de régime, un jeûne. Hein? On se restreint. Et qui dit restriction dit possible désinhibition, possible compulsion alimentaire par la suite. Alors, on peut augmenter son risque d'hyperphagie et d'autres troubles alimentaires. On pourrait aussi voir apparaître des dérèglements du cycle menstruel et aussi une possible déficience en nutriments, notamment en fibres. Parce que, écoutez, là, si on mange sur une période de 8 heures, c'est-à-dire qu'on dîne et on soupe, bien, tous les nutriments qu'on prenait au déjeuner, on ne les aura pas. Donc, ça se peut qu'en 2 repas, on n'arrive pas à aller tout chercher ce qu'on a besoin. Donc, il faut faire attention aux jeûnes. Oui, le côté peut-être on mange moins, on a un espoir de perdre du poids, mais on mange moins de variétés et il est fort probable qu'il y ait des nutriments qui vont être en moins grande quantité. Le jeûne est contre-indiqué clairement chez les enfants, les adolescents, femmes enceintes, femmes qui allaitent, personnes âgées, les personnes qui souffrent d'insuffisance hépatique rénale. Chez les athlètes de haut niveau, là, il y a un point d'interrogation, il y a des références pour en savoir plus. Là, il y a des athlètes de haut niveau qui se lancent dans le jeûne, mais je pense qu'il faut être vraiment bien suivi parce qu'on s'entend qu'un athlète de haut niveau a des besoins énergétiques très élevés et des moments aussi très précis où prendre les nutriments pour avoir de bonnes performances physiques. Donc, ceci étant dit, d'où ça vient l'intérêt pour le jeûne intermittent? Bien, les arguments des défenseurs du jeûne intermittent vont dire des choses comme celle-ci. Nos ancêtres lointains vivaient dans un environnement où l'accès à la nourriture était plus rare et le jeûne intermittent souvent obligé. Et moi, je me dis, mais so what? Oui, c'est vrai, dans ce temps-là, dans une époque lointaine, les gens, effectivement, ne mangeaient pas en continu, trouvaient une bête, la mangeaient, après ça, ils pouvaient être en jeûne pendant un bon bout de temps.
Est-ce qu'ils vivaient plus vieux? Ben non. Donc, je trouve que c'est un argument qui ne tient pas vraiment la route de supporter, de dire qu'il faut faire le jeûne parce que dans le fond, on est peut-être fait pour vivre dans un état de jeûne comme ça, intermittent. Euh, il y a des promoteurs du jeûne, c'est certain, dont certains ont des professions dans le domaine de la santé. Et c'est pour ça, des fois, que les gens vont dire, ben, moi, j'ai lu un livre qui parlait du jeûne, c'est écrit par un médecin, donc ça doit être bon. Il faut toujours faire attention, gardez toujours votre œil critique parce que oui, ça peut être efficace chez certaines personnes, mais de là à recommander ça là, pour la population entière, c'est toujours dangereux parce que quand on parle de jeûne, comme je vous l'ai dit, on parle de restrictions et il y a toujours le risque, vous allez le voir là, dans les études, là, le fameux risque d'abandon et finalement d'aggraver une problématique de troubles alimentaires ou même aggraver une problématique de poids. Là, quelqu'un qui, c'est un peu comme faire, comme n'importe quel régime, donc on perd du poids, mais après on pourrait le reprendre et en reprendre encore plus. Il y a des bénéfices du jeûne là, qui sont très nombreux et je vous dirais que la plupart, beaucoup des effets du jeûne là, qui sont allégués proviennent d'études chez l'animal. Et même si c'est intéressant à prime abord, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas des rats de laboratoire, on est beaucoup plus complexe qu'un animal de laboratoire où tout est contrôlé. Alors, il faut toujours attendre d'avoir des études chez les humains avec des groupes contrôle avant de conclure, oui, le jeûne est bon pour ça. Alors, beaucoup d'écrits, beaucoup de littérature circule d'études, mais fait chez des animaux. Donc, on peut absolument pas extrapoler ça à l'humain. Par contre, on peut continuer d'étudier parce que des fois, ça mène sur des pistes favorables pour l'humain. C'est la même chose dans le domaine des médicaments ou autres. Donc, les bénéfices du jeûne allégué sont nombreux. On va dire que ça pourrait même augmenter la longévité, prévenir les cancers, prévenir l'Alzheimer, améliorer le système immunitaire, prévenir le diabète, maladies cardiovasculaires, prévenir le surpoids ou traiter le surpoids, etc., etc. Moi, je me suis concentrée aujourd'hui sur les études qui parlent du poids, diabète, maladies cardiovasculaires. Et ça va être déjà assez parce qu'on a quand même juste une demi-heure. Et merci tout le monde hein, d'être à l'écoute. On a plusieurs personnes qui sont là. Alors, c'est super. Donc, c'est quoi les phases métaboliques d'un jeûne? Qu'est-ce qui se passe quand on jeûne? Bien, il y a 3 phases. Il y a la phase 1 qui va survenir entre 12 et 36 heures de jeûne, où là, ben, on va avoir vraiment une baisse du taux de sucre dans notre sang parce qu'on ne mange pas. Et là, il va y avoir une utilisation là, du sucre qui est stocké dans notre foie notamment. Ensuite, il y a la phase 2 qui va survenir lorsque le jeûne dure plus d'une journée, entre une journée et 5 jours. Là, donc, on va avoir un début de dégradation des graisses qui va survenir là, sur les jeûnes qui durent un peu plus longtemps. On appelle ça la lipolyse. Et la phase 3, c'est lorsque les jeûnes durent plus de 5 jours, des jeûnes prolongés, ceux qu'on voit moins, en tout cas ceux que les gens pratiquent le moins, où on va voir la cétogénèse. Donc, le corps va se mettre vraiment à utiliser les corps gras comme source d'énergie. Et donc, c'est comme ça que la personne va utiliser ses réserves de graisse et pourrait perdre du poids, mais ça, c'est vraiment pour les jeûnes prolongés. Donc, pour ceux qui font le jeûne intermittent, là, celui qui se déroule dans la même journée où on fait juste restreindre la fenêtre d'alimentation, on ne va pas tant chercher dans les graisses comme telles dues au jeûne. Si on va chercher dans nos graisses, si on perd du poids, c'est simplement parce que on a mangé moins, parce qu'on avait une moins grosse période de temps pour manger. Exemple, les gens qui grignotent tard le soir ou les gens qui mangeaient beaucoup le matin, si finalement on décide qu'on mange juste entre midi et 20 heures, bien, ça élimine bien des repas, des calories. Alors, des fois, le mécanisme d'action de la perte de poids, il est simplement ça. C'est pas le jeûne qui a créé ça, c'est juste le fait d'avoir moins mangé. Donc, alors, c'est ça. Fait que la phase métabolique du jeûne, où là, vraiment, on utilise les réserves de graisse pour produire de l'énergie, là, c'est vraiment dans les jeûnes qui sont plus prolongés. Alors, jeûne et perte de poids. Qu'est-ce que dit vraiment la littérature, là, les études, là, les méta-analyses? Les méta-analyses, hein, c'est vraiment des études où on a regroupé les résultats de plusieurs études faites chez l'humain, où il y avait des groupes contrôle. Donc, dans les méta-analyses, en fait, concernant le poids, il y en a 2 importantes.
Je vais pas vous donner les références là, présentement, mais ceux qui seraient intéressés à avoir peut-être là, le plus de détails sur ma présentation, là, avoir la présentation, vous pourrez m'écrire ou m'envoyer un petit message, puis je pourrai vous parvenir ça. Donc, dans les études, dans les méta-analyses concernant le jeûne et la perte de poids, ce qui est bien et ce qui était essentiel de faire dans ces études-là, c'était de comparer est-ce que le jeûne intermittent va être plus efficace qu'un régime hypocalorique standard, un régime où on diminue les calories au niveau du poids. Est-ce que faire un jeûne, c'est plus efficace pour perdre du poids que suivre une diète hypocalorique? Il y en a plein, hein, des Weight Watchers, des minces à vie, des programmes alimentaires à 1200, 1500 calories. Donc, est-ce que c'est plus efficace que ces méthodes-là de restriction énergétique normale? Et finalement, dans plusieurs études, en comparant les deux méthodes, on ne voit pas de différence significative entre l'efficacité de maigrir avec un jeûne ou de maigrir avec une restriction énergétique. Dans les deux cas, oui, ça fait maigrir, puis c'est bien logique. Si on diminue les calories, on va maigrir à court terme. Attention, vous allez voir les effets à long terme de ces restrictions-là. Donc, il n'y a pas de différence. Ce n'est pas plus efficace qu'une méthode de perte de poids standard. Si on regarde bon, le jeûne limité dans le temps, là, celui qui est le plus populaire, l'étude que j'ai, il n'y a pas eu de données comme telles, on n'a pas eu de groupe contrôle. Donc, on a vu des effets sur la perte de poids d'un jeûne 16-8. Ça, c'est 16 heures de jeûne, 8 heures d'alimentation. Chez des gens qui étaient obèses pendant 12 semaines, oui, il y a eu une perte de poids. Ce qu'on s'attendait parce que ça a créé un déficit énergétique, un déficit calorique de 340 calories par jour. Donc, ça a été fait juste pendant 3 mois. Et oui, il y a eu une perte de poids avec ce jeûne-là limité dans le temps. Par contre, on a quand même eu un taux d'abandon de 26 sur une période juste de 12 semaines. Et la plupart des sujets étaient capables de le faire 6 jours sur 7, mais pas 7 jours sur 7. Et bon, cette étude-là était de courte durée. Il n'y avait pas beaucoup de sujets. Et il est fort probable aussi que, bon, c'était des gens peut-être qui mangeaient un peu plus que leurs besoins de base. Donc, on a vu un effet. Mais l'idéal aurait été de comparer avec une diète restreinte en calories pour vraiment avoir la comparaison entre le jeûne et le jeûne limité dans le temps et une diète hypocalorique. Concernant le maintien du poids, parce que vous l'avez sûrement entendu souvent, si vous ne l'avez pas entendu, je vous le répète, quand on veut, la problématique de poids, le plus difficile n'est pas la perte de poids, c'est le maintien de la perte de poids. C'est là qu'on voit bien que le système résiste aux pertes de poids et tend à finalement nous ramener à notre poids initial et sinon plus. Donc, est-ce que une perte de poids avec le jeûne, c'est plus efficace qu'une perte de poids avec un autre régime? Bien, encore là, il n'y a pas de différence dans le maintien du poids après 6 mois lorsqu'on on a perdu du poids avec un jeûne versus on a perdu du poids avec n'importe quel autre régime. Après 6 mois, comme on le voit souvent, le poids tend à remonter lentement et avec les deux méthodes, le poids remonte graduellement chez les sujets qui ont essayé une ou l'autre des méthodes. Donc, encore là, parce qu'il y a des gens qui avançaient que quand on perd du poids avec le jeûne, on reprend moins le poids perdu parce que ça affecterait moins le métabolisme de base. Là, on est vraiment dans le domaine du mythe. Là, je pète la balloune sûrement de plusieurs personnes aujourd'hui, mais que voulez-vous, c'est mon travail de nutritionniste de mettre les gens au courant des données probantes, pas juste de l'étude faite chez le rat de laboratoire là, pendant 3 mois, que toute l'étude qui a été toute contrôlée, l'environnement contrôlé du rat et le métabolisme du rat qui n'est pas du tout comme le nôtre. Le taux d'abandon, ça aussi, on se dit, mais il me semble que de faire un jeûne limité dans le temps, là, donc juste une fenêtre d'alimentation à tous les jours, c'est moins difficile que suivre des restrictions caloriques quotidiennes. Le taux d'abandon est similaire dans les deux méthodes. À peu près 30% des gens vont abandonner là, pendant les périodes d'études, que ce soit un régime normal, un régime hypocalorique ou un jeûne intermittent. Donc, taux d'abandon égal.
Les adaptations métaboliques. Quand on perd du poids, les scientifiques là, spécialisés dans le domaine de l'obésité et de la perte de poids s'inquiètent toujours des adaptations métaboliques. C'est quoi des adaptations métaboliques? C'est les mécanismes qui sont activés par le corps à notre insu pour finalement vivre avec la restriction énergétique. Et comment le corps va s'adapter quand on lui donne moins de calories que ce qu'il a besoin? Ben, il va souvent, le métabolisme de base va s'abaisser. Il va y avoir une augmentation de l'efficacité à l'exercice. Ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser, pour le même exercice, on va être capable de faire l'exercice avec moins de calories. Et souvent, on va voir une augmentation de l'appétit après avoir fait des restrictions énergétiques. Encore là, on a vu dans les publications qu'avec un jeûne, ça ne provoquait pas d'adaptation métabolique. Le métabolisme ne baissait pas. Il n'y avait pas ces espèces d'adaptations qui survenaient avec un régime standard. Eh bien, encore là, on voit dans les études qu'il y a les mêmes adaptations métaboliques. Le métabolisme de base diminue en faisant le jeûne. La masse maigre, ça c'est notre masse musculaire, diminue aussi, autant avec un régime standard qu'avec un régime standard hypocalorique qu'avec le jeûne intermittent. Donc, la masse maigre, notre muscle diminue, notre métabolisme de base diminue et l'efficacité aussi à l'exercice va augmenter. Pour ce qui est des hormones de l'appétit, est-ce qu'on a plus faim après avoir fait un jeûne intermittent? Il y a des données contradictoires, autant avec des régimes hypocaloriques que le jeûne intermittent. Là-dessus, il y a des données contradictoires. Donc, dans certaines études, on voit que ça augmente l'appétit. On a une augmentation de l'appétit après avoir perdu du poids avec un jeûne ou un régime hypocalorique. Puis dans d'autres études, on voit moins de changements. Donc, par rapport à ces données-là, on a des données, mais il nous en manque encore là, pour conclure là, avec comme on dit officiellement, là, que les hormones au niveau de la satiété puis de la faim sont affectées. Ensuite, quand on regarde, quand on compare les deux méthodes concernant la glycémie, donc les personnes, par exemple, qui auraient un taux de sucre trop élevé, les diabétiques, et qu'il y aurait un désir d'affecter, de faire baisser son taux de sucre sanguin. Les deux méthodes, en fait, que ce soit le jeûne ou un régime hypocalorique, vont provoquer les mêmes effets. Donc, des effets, oui, ça peut amener une baisse de l'insuline à jeun, baisse du taux de sucre sanguin, mais il n'y a pas de différence entre les deux méthodes. C'est encore ça, c'est pas mieux que des régimes hypocaloriques. Même chose sur le cholestérol total, sur le mauvais cholestérol, le bon cholestérol, les triglycérides, les restrictions énergétiques standards versus le jeûne provoquent les mêmes effets. Donc, il n'y a pas de miracle, il n'y a rien qui ressort comme étant vraiment supérieur au niveau poids, au niveau glycémie, au niveau glucose, cholestérol et toutes les lipides sanguins quand on fait le jeûne. Donc, je vais juste aller voir ma petite... OK, ici. Donc, je vais faire une petite conclusion rapide par rapport aux études qu'on vient de voir, puis après ça, je vais parler là, globalement plus de la gestion de poids. Donc, si on conclut, on a vraiment besoin de un plus grand nombre d'études de haute qualité qui dureraient plus d'un an sur différentes populations avant de dire que le jeûne est supérieur. Pour le moment, là, dans les études de moins d'un an, il n'y a pas de bénéfice supérieur à la restriction énergétique de faire le jeûne intermittent. Et on ne sait pas non plus quel type de jeûne est le meilleur. Est-ce que c'est le modifié, l'alternatif ou celui qui est restreint dans le temps? Donc, voilà pour les effets. Il y a sûrement des gens qui m'écoutent présentement, qui suivent ces méthodes-là, qui ont des bénéfices. Je ne veux pas décourager les efforts des gens, mais pensez toujours à l'effet long terme. Et là-dessus, on va parler un peu de ça justement. Parce que ce qu'on veut, au fond, quand on regarde quand on analyse la santé d'une personne, c'est pas juste la santé physique. L'OMS définit la santé comme un état de bien-être
physique, mentale et sociale. Donc, c'est pas juste une absence de maladie ou d'infirmité, la santé. Alors, quand on applique, même s'il y a des avantages au jeûne, peut-être dans le court terme, dans le long terme, on ne le sait pas, si d'appliquer le jeûne, ça affecte votre bien-être mental et social, c'est-à-dire que là, ben là, je ne peux pas aller déjeuner au restaurant parce que moi, je ne mange pas le matin. Je peux pas, je peux pas aller chercher la crème glacée là, vers 9h30 le soir quand il fait chaud, là, une journée de canicule, parce qu'à 20h, il faut que j'arrête de manger. Donc, quand ça commence à affecter notre bien-être social, mental, ça serait au niveau de se sentir privé, avoir faim, trouver que c'est vraiment contraignant. Quelqu'un qui aimait déjeuner, qui finalement se dit, ben là, je peux plus déjeuner. Donc, il faut voir la santé vraiment de façon plus globale. Puis avant de prendre une décision pour tel ou tel régime, il y a des questions vraiment importantes à se poser. Les données que je vous lis présentement, c'est écrit par oh mon Dieu, j'ai tout son nom, Joanne Gilbert. C'est une kinésiologue qui a une très belle approche. Donc, des questions essentielles à se poser avant d'embarquer dans n'importe quelle méthode qui aurait pour but la perte de poids. Est-ce que j'ai tendance à me stresser ou à angoisser à cause de mon alimentation, de mon image corporelle ou mon poids? Est-ce que l'adoption du jeûne m'imposerait des changements majeurs ou de simples modifications de mon mode de vie? Ai-je déjà souffert de troubles alimentaires dans le passé? Donc, si on peut répondre oui à ces questions, ben peut-être que faut aller vers une approche vraiment plus saine de la santé, de la gestion de la santé et de son poids. Donc, il ne faut vraiment pas négliger le bien-être social. Et je pense qu'avec la pandémie et la COVID-19, ça nous a appris quelque chose, que les liens sociaux sont extrêmement importants au maintien de la santé. Et dans notre culture, les repas sont souvent des occasions de se retrouver en famille ou entre amis. Donc, c'est très pertinent de se poser, même voilà d'autres questions qu'on peut se poser. Est-ce que l'adoption de ma nouvelle pratique alimentaire, comme le jeûne, perturberait mes liens sociaux? Combien de fois par jour ou par semaine? Aurais-je à éviter ou à bouleverser une activité sociale ou familiale? Aurais-je le support de mes proches dans l'adoption de cette pratique alimentaire-là? Donc, encore là, si on répond oui, je pense que c'est pas fait pour vous et ça va probablement mener à un échec et plus de conséquences d'effets, conséquences négatives que de conséquences positives. Donc, il ne faut pas oublier qu'il faut toujours voir ça à long terme. N'importe quelle méthode qui serait faite pendant 3 mois, 6 mois, mais qu'après on la laisserait tomber, va vous ramener toujours à votre poids initial et souvent même plus. Et avec en prime une difficulté encore plus grande à perdre du poids éventuellement. Donc, de méthode de restriction en méthode de restriction, on favorise le fameux effet yo-yo et de fois en fois, on crée de la résistance à l'amaigrissement et on aggrave souvent notre problématique de poids. Donc, je l'ai dit souvent, on n'a pas le contrôle comme on pense sur notre métabolisme et sur notre poids. Où on a un contrôle, c'est des bonnes habitudes de vie, de bouger, faire des sports qu'on aime, des activités physiques que l'on aime, de manger en écoutant notre corps, les signaux qu'il nous envoie, la faim, la satiété, la soif, d'écouter son corps, de dormir suffisamment, d'avoir du plaisir à manger. Mais quand on a tout fait ça, on écoute nos signaux, on bouge régulièrement, on évite évidemment là, les aliments, je dirais, non essentiels, ou disons qu'on limite les aliments non essentiels, là, comme l'alcool et les boissons sucrées. On fait attention à ça, on n'en prend pas trop. On fait tout ça et que notre poids, bon, est dans une certaine fourchette. On appelle ça le poids d'équilibre. Et lutter constamment contre ça va aggraver notre situation. Donc, je vous laisserai là-dessus, toujours avec des mots plus de bienveillance, que la santé, c'est bien plus qu'une santé physique. C'est la santé mentale, c'est la santé sociale et qu'il faut prendre soin de son corps pour avoir une bonne santé générale et ne pas imposer là, des restrictions qui finalement amèneraient plus de souffrance que de bien-être.
Alors ben là-dessus, j'espère que vous avez apprécié. Il y a sûrement des gens qui ont laissé des questions. Je vais essayer d'y répondre là, après la présentation. Ils sont dans les commentaires. Et vous pouvez toujours réécouter là, cette présentation-là. Elle est sur ma page Facebook. Elle va rester là plusieurs mois. Je mets aussi mes capsules sur ma chaîne YouTube que vous pouvez aussi visiter. J'ai mis aussi le lien de mon site Internet pour les gens qui aimeraient connaître un peu plus mon approche. Vous allez en savoir plus sur mon approche en consultation avec les gens qui consultent pour toutes sortes de problèmes de santé, dont la préoccupation à l'égard du poids. Alors, ben, là-dessus, je vous souhaite une belle journée et on se parle la semaine prochaine à propos d'un autre sujet que je vais décider là, dans les prochains jours. Bye bye tout le monde.